Donc, je vais vous parler du Potsdam 4. Qui a un Potsdam 4 dans son shack? Voilà. Quelques-uns, hein. Mais il y en a un là. Ouais, il n'y a pas beaucoup. Hein. Ouais, voilà. C'est même que toi. Okay. Donc, le Potsdam 4, en fait, c'est un transceiver DATV qui a été développé par Dave GKQ du VATC, donc du club de télévision des Anglais. C'est un système en fait qui a démarré en 2017 avec un Raspberry Pi 3. Et en fait, si on va un petit peu regarder ce qui s'est passé ces dernières années, on voit que tout ça a commencé en 2015, en particulier avec des OM en France. Hein. Ouais. Evariste, par exemple, on a longtemps utilisé son soft RP DATV. Et puis, il y a aussi eu l'époque où on n'avait pas de modulateur, donc il y a pas mal de solutions qui ont été développées, construites pour avoir un modulateur connecté au Raspberry Pi. Donc, c'est une affaire qui a commencé donc, il y a assez longtemps. Et actuellement, la version donc, du BATC que si vous commencez qu'il faut prendre, c'est le Potsdam 4, parce qu'en fait, il y en a encore une version ultérieure, le Potsdam 2020, mais Dave, il va juste encore peut-être faire des modifications pour corriger des erreurs, mais ce qui est vraiment, la version qui est vraiment suivie maintenant, et qui continue de développer, c'est le Potsdam 4. Le système a disparu. Pierre. Non, professionnel. C'est professionnel. Voilà. L'architecture du Potsdam, c'est ce que vous avez ici sur l'écran. D'ailleurs, si vous allez sur le site du BATC ou bien sur Google Potsdam 4 BATC, vous allez tomber sur une des premières figures qui correspond à cette architecture. Donc on a au milieu un Raspberry Pi 4 avec un écran tactile. Alors on verra peut-être cet après-midi dans les démonstrations, mais en fait j'ai pris deux versions ici, une version avec l'écran tactile 7 pouces et une version avec un écran tactile 5 pouces. Ensuite, vous avez à gauche les modules qui permettent donc les sources audio et vidéo, en particulier une caméra Logitech C920 qui est ici, que j'ai pris avec moi ici aussi. Vous avez aussi, souvent dans le boîtier du Raspberry Pi, on met la caméra du Raspberry Pi, donc la Picam. Et puis, il y a encore deux sticks ou deux sticks USB qui sont intéressants. Le premier, c'est pour les entrées et sorties son. Et pour la vidéo analogique et le son analogique, il y a encore un de ces sticks USB qui s'appelle EasyCap, qui permet donc encore d'utiliser des sources analogiques, ce qui est quand même assez intéressant. Et il y a encore une quatrième possibilité, c'est des sources HDMI. Il existe des sticks USB avec une interface USB, une interface HDMI, normalement utilisés pour les jeux vidéo, qui permettent par exemple de connecter un camcorder, donc une caméra vidéo à une sortie HDMI pour avoir le signal après transmis. Ensuite, à droite, vous avez les différentes systèmes SDR, et c'est là en fait où c'est devenu intéressant ces dernières années. Peut-être certains d'entre vous ont encore des DATV Express, donc c'était les cartes qui ont été faites par les Américains. Elles ont bien entendu la DFTV Express, il n'y a qu'une partie émission, il n'y a pas de partie de réception. Et puis, dans le fil de développement de ces systèmes SDR, bien, il y a eu toute l'action avec le financement participatif, crowd supply, avec toute la série des Lime SDR. Hein. Il y a les Lime SDR Mini,
Alors c'est ce que j'ai dans le système ici à gauche. Il y a aussi l'AMSDR USB, qui est un système avec, sauf erreur, 4 ou 6. Ouais, 4. 4 entrées, 4 sorties. Donc ça, ce sont des plateformes SDR, émission et réception. Modulateur et réception. C'est un transceiver, donc il permet aussi de recevoir des images. Et là, il faut bien sûr un mini-tuner. Et le système actuellement supporte différentes générations de mini-tuners, y compris la dernière génération que les Anglais viennent de développer, qui s'appelle le Pico Tuner, qui est en fait un système toujours basé sur ces fameux modules SAT. C'est Serif, Serif ça s'appelle. Et donc les Anglais ont réussi à organiser encore une série de ces modules. Et puis ils ont refait une platine. Et au lieu de fameuse interface FTDI USB qu'il fallait planter sur la platine des mini-tuners, ils ont pris un Raspberry Pi Pico. Donc le tout petit Raspberry Pi qui fait cette interface USB avec le mini-tuner. Parce que le module est venu horriblement cher, là, le petit module USB parallèle, c'est 50 ou 60 euros. Tandis qu'avec le petit Pico, qui vaut 3 $, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas sur la figure, c'est l'Arduino Nano. Pardon? Ouais. L'Arduino Nano ou l'Arduino Mini, je sais plus. Le petit truc qu'ils mettent dessus. Ouais. C'est un Raspberry Pi Pico, ça s'appelle Pico. Non, le Raspberry, il sert de... Non, mais c'est la carte qu'ils ont appelée Pico. Ouais. Ce qui n'est pas sur la figure, c'est clair, si vous voulez faire une station, à la sortie des systèmes, de ces cartes SDR, il faut mettre un driver, il faut mettre des amplis de puissance, etc. Donc, il y a encore quelques hardware à rajouter. Donc pour la réception, le mini-tuner, comme j'ai dit, les différentes générations. Alors je vous propose maintenant de... Ouais, ça ne supporte pas le mini-tuner pro du REF là. Si, moi c'est ce que j'ai. Ah, ok, d'accord. Oui, on avait ce mini-tuner S, qui était aussi une génération de donc ça marche. Mais ils ont fait un rétrofit justement pour les tuners qu'ils avaient fait, les Anglais, qui avaient un seul canal. Donc la petite plaque, elle va sur le Pico, la nouvelle platine, mais elle est aussi faite pour aller sur l'ancienne platine. Vous ôtez le module USB, puis vous pluguez ce petit module, et vous avez les deux canaux en même temps, tandis que le normal, il a quand même un seul canal. Juste encore peut-être avant de passer, parce qu'on va regarder en interactif comment ça marche avec les menus, du point de vue logiciel. Alors c'est clair, il faut une carte SD dans le Raspberry Pi. Actuellement, pour je dirais, charger tout le logiciel, il faut installer le système d'exploitation. Alors là, il y a un utilitaire qui s'appelle RPI Imager, qui est assez pratique à utiliser. Et ensuite, il y a une variante du Raspberry, de RPI DATV d'Evarist, qui est sur le site du BATC, qu'on peut aller charger. Donc c'est une version d'Evarist, une de ces softwares qui a été adaptée pour marcher avec le Porsdam 4. Et donc ça, ensuite, il faut le charger sur le Raspberry Pi. Du point de vue plus tôt, c'est là un petit peu ce qui est embêtant, c'est que si vous achetez un Pluto, vous allez recevoir actuellement avec la version firmware 0.32. 38. Si vous allez sur le site, ils sont 0.38. Mais celle qu'on achète, c'est 0.32. Si vous le branchez sur le Porsdam 4, vous allez regarder, il y a une application pour aller voir le firmware, il va vous dire, oh, c'est pas la bonne firmware. Ça risque de ne pas marcher. Et on a eu hier chez Paul exactement ce problème. Donc il faut effectivement vraiment prendre pour le plus tôt la firmware qu'on trouve sur le site du BATC. En fait, c'est assez facile. Il faut le copier avec le Pluto raccordé par USB à votre PC. Vous copiez, faites du copier-coller. Donc la procédure elle est facile. Si vous faites démarrer le Porsdam 4, voilà le menu principal que vous allez avoir. Juste un petit peu ici.
Donc, tout en haut, où c'est mis TX, si je presse là-dessus, il va partir en émission. Vers X, on va entrer sur des menus pour configurer la réception. M2, M3, ce sont des menus avec vraiment beaucoup de différentes fonctionnalités qui sont très intéressantes parce qu'elles vont, je dirais, au-delà de simplement un transceiver DATV. On verra tout à l'heure quelles sont ces fonctionnalités. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se dit, ouais, c'est un peu comme un couteau suisse, hein, il ne sert pas seulement à couper le saucisson, on peut aussi visser des vis, complet USB. Dans la première, donc ce qu'il y a en dessous, dans les 4 lignes, vous avez tout d'abord la modulation. Donc c'est une des premières choses qu'il faut savoir ce qu'on les faire. Alors si je presse dessus... Peut-être faudrait juste dire ouais. qu'il y a un truc génial que Dave a fait maintenant, c'est qu'en fait vous pouvez commander le mini-tuner, je veux dire le Postdown 4 qui est là-bas, ouais. Depuis une interface web. C'est ce que Pierre-André fait, il vous montre seulement les images, mais avec la souris, vous pouvez venir cliquer là et ça programme aussi. Hein. Donc c'est assez super que vous avez votre antenne dehors. Vous n'avez pas besoin de déménager la station, vous prenez juste la tablette. Vous êtes voilà, le soir devant votre télévision, donc de toute manière les programmes ne valent rien. Alors vous avez votre tablette et puis vous faites la télé. Voilà, donc c'est vraiment une facilité très très intéressante. Donc au niveau de la modulation, vous pouvez faire du DVB-S, un QPSK, DVB-S2, etc., etc. Donc c'est là que se fait le choix de la modulation. Et actuellement, donc DVB-S2, un QPSK. Alors je reviens en arrière. Une deuxième chose à faire, c'est de voir quels sont les modulateurs que vous allez piloter avec le Raspberry Pi. Alors, il y a en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on peut utiliser DATV Express, ça marche d'ailleurs très bien, c'est très facile à utiliser. Ensuite, il y a le Lime USB, ici c'est un Lime Mini qui est dans le Postdown de gauche. Et puis, si vous voulez utiliser encore d'autres systèmes, moi je les connais moins, mais il y a les Jetstone, donc les différentes variantes. Et aussi, bien sûr, le Pluto, celui qui est à droite ici, le Pluto chez moi. Voilà. Donc ici, vous choisissez en fait le modulateur pour trafiquer. Ensuite, la question du codage. C'est un petit peu limité, je dois dire, parce que en fait, ici il y a MPEG-2, mais si vous mettez le Pluto comme modulateur sorti, vous aurez en fait que le H264. À moins que vous fassiez le codage en amont, et puis que vous envoyez un stream IP, et là c'est relativement récent, donc peut-être une semaine, quelques jours, il y a une possibilité d'envoyer un stream IP, un codé H264 et H265. Vous pouvez aussi envoyer un stream IP venant par exemple de OBS. Hein, vous allez sur les paramètres, enregistrement, et puis ensuite vous pouvez programmer un stream IP et l'utiliser comme signal d'entrée. Voilà. Ensuite, on peut choisir le format, et puis au niveau des sources, voilà les possibilités. Donc, suivant le système que vous avez, vous pouvez utiliser la caméra du Raspberry Pi. Vous avez ce que j'expliquais tout à l'heure, ce stick USB qui permet d'avoir une interface vidéo composite ou S-vidéo. Donc, si vous avez encore des sources analogiques, ça c'est composite vidéo. Ensuite, webcam C920, c'est celle-ci qui est en service ici. Ensuite, HDMI, comme j'expliquais, ces sticks utilisés par les Elgato, c'est une marque assez connue là, chez ceux qui font des jeux vidéo. Et puis, il y a aussi l'écran du Raspberry Pi, puis il y a des mires qui sont dedans. Et puis aussi des
les images, vous pouvez programmer les numéros de contrôle. Parce que quand on fait un contest en DATV, il faut s'envoyer des numéros de contrôle pour pouvoir vraiment avoir une preuve que les images ont bien été transmises. Donc là, le système contient des numéros de contrôle qu'on peut programmer. Voilà, donc si je presse ici, ben là il va passer en émission. Je pourrais le montrer, la réception, les bandes violeurs sur l'autre, les choses comme ça. Donc voilà, le système passe en émission. Alors il y a un délai d'environ une dizaine de secondes. Il y a plusieurs raisons à ce délai. C'est que suivant les cartes modulateurs que vous avez, il y a un pic de puissance qui sort. Donc si bien plus tôt que le Line Mini, il y a tout d'un coup un pic de calibration de plus 15 dBm. Si vous envoyez ça dans les amplis haute puissance, ben, ils risquent bien de passer en QRT. Donc c'est pour ça qu'il y a ce délai. Alors je vais passer maintenant dans la partie réception rapidement. Vous avez ici dans le menu réception, la première chose à faire, c'est d'aller dans le menu configuration. Ça vous permet donc sur le mini-tuner qui est connecté de décider si vous utilisez l'entrée A ou B. Vous pouvez aussi régler l'alimentation des LNB. Suivant le mini-tuner que vous avez, par exemple celui que j'ai d'absence, un mini-tuner S, il y a l'entrée A qui permet de piloter un LNB avec la polarisation, et puis l'entrée B, en fait, il n'y a pas de tension à la sortie. Voilà, donc c'est important de régler ça. Il y a aussi, vous pouvez encore changer l'offset du LNB, etc. Ensuite, vous retournez sur le menu de réception, et puis pour recevoir l'image, en fait, il y a deux possibilités. Receive, je crois que c'est VLC qui est utilisé, si je me souviens, c'est bien ça. Donc, Receive. Donc, je reviens au menu réception, je vais sur Receive. Et voilà. Donc j'ai ici un poste dans 4 qui envoie un numéro de contrôle qu'on utiliserait donc pour les contests. Voilà. Et puis sur l'impression, vous avez un certain nombre d'informations, donc la fréquence, l'ESR, FEC, PSK, mon indicatif, quel firmware utiliser, le codage, ensuite le maire, etc. Donc c'est vraiment très bien fait. Ça permet de voir les paramètres en même temps que l'image. Voilà, alors je vais revenir en arrière maintenant et puis aller à un certain nombre de conditions qui sont vraiment intéressantes. Il y a ce qu'on appelle le band viewer, qui est en fait un analyseur de spectre. Bon, entre guillemets, c'est pas un HP, donc c'est vraiment basique, mais c'est très utile. Et ici, on voit le spectre du signal que j'envoie sur 1280 MHz. Ici, avec l'image température, le numéro de contrôle. Et là, il y a plusieurs modes d'affichage. Là, on est sur le mode classique. Si je vais sur mode, on peut mettre une chute d'eau. Donc vous avez en haut, bon, l'écran évidemment, il est l'information renvoyée toutes les secondes. Oui, mais là-bas, c'est en réel. Mais ici, donc c'est continu. Donc on voit qu'il a introduit dans ce système-là non seulement le spectre, mais aussi la chute d'eau. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. En portable, hein, pour faire les pointages. Comme c'est automatiquement linké avec la fréquence que vous avez mis,
Donc quand vous posez sur le bouton pour faire le spectrum, il y a directement la bonne fréquence centrée. Alors il a introduit dans ce système énormément de fonctionnalités, juste pour la petite histoire. Vous pouvez aller voir sur le réseau s'il y a d'autres Raspberry Pi. Excuse-moi, c'est une mise à jour récente que tu as fait? Pardon? Il y a une mise à jour récente du software? Ben, la dernière date de quelques jours. Ah, d'accord. Parce que moi, j'avais pas tout ça, c'est pour ça. Oui, il faut suivre. Hein, voilà. C'est valable 24 heures. Alors voilà, il a Non, quand même pas. Il a trouvé donc les deux Raspberry Pi, là, celui qu'on utilise et puis celui avec l'écran 5 pouces. Là. Voilà. Peut-être juste pour dire, les mises à jour, c'est tout automatique. Oui. Il y a un bouton, vous pesez dessus, il vous dit si vous êtes à jour. Ouais. Si vous n'êtes pas à jour, vous dit vous pouvez mettre à jour, pesez sur le bouton. Check for update. Ouais, check Voilà. for update. Hein. C'est génial ça. Ça, c'est vraiment génial. Et c'est ça tout va des fois, automatique. C'est long, mais ça va vraiment super. Et vous êtes comme Monsieur Jourdain, vous faites du Linux sans le savoir. Il y a encore aussi une fonction intéressante qui vous sort toute l'information sur le système. Hein, la version du système d'exploitation, l'adresse IP, température, etc. Donc c'est vraiment très très utile. Il y a encore 2-3 fonctions que je voulais juste vous montrer. Mais... Alors, il y a un bouton, excuse-moi, HDMI Monitor. Qu'est-ce Ouais. que c'est? Pardon? Il y a un bouton dans Ouais, les paramètres de HDMI restriction. monitor. HDMI Là, ça monitor. monitor l'entrée HDMI. Ah, ça monitor l'entrée. Ça Ouais. n'est pas une sortie HDMI. D'accord. Non, l'entrée. Non, non, mais ça va. Mais Voilà. Il y a ici, en fait, non, je ne peux pas tout vous expliquer, parce que il y a tellement de fonctionnalités. Mais là, il y a des facilités. Vous pouvez contrôler la caméra du Raspberry Pi, la C920. Vous pouvez regarder aussi si vous envoyez un stream, s'il le décode. Donc, il y a toute une partie monitor. Hein. vous avez le locator. Donc, vous rentrez votre position. Si vous avez rentré tous les partenaires, ça vous calcule le bearing pour votre parabole et tout. Ah, Ouais. c'est... En fait, il y a, je dirais, dans les fonctions, il y a les fonctions, je dirais, purement émission, réception d'RTV. Ensuite, il y a des fonctions que je dirais pour le trafic, pour soutenir le trafic. Alors, il y a justement, ici, si je vais sur les sites, vous pouvez rentrer votre indicatif, etc. Puis ensuite, vous avez une liste de stations avec l'azimut et la distance. Voilà. Donc, bon, j'ai entré mon locateur à la maison, donc pour aller jusqu'en Angleterre, ça fait quelques kilomètres. Enfin, voilà la liste, donc c'est vraiment utile, je dirais, pour trafiquer. Et puis ensuite, il y a des fonctions qui sont, je dirais, plutôt gestion et configuration système. Par exemple, des informations sur l'adresse IP, sur le software, etc. Donc ça c'est. Et puis il a rajouté justement des fonctions dans le domaine du test et de la mesure. C'est là que je trouve qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment intéressantes. Il y a le générateur de signal. Là, je vais sur l'autre Raspberry Pi, là, avec l'écran 5 pouces dans l'émission. Alors, je vais arrêter l'émission. Et puis, aller sur l'équipement de test. Voilà, donc vous avez ici, avec le Pluto, un générateur de signal qui va jusqu'à 6 gigas. Donc il faut, dans la configuration du Pluto, en fait, il y a 3 choses à faire. Hein. Il faut activer le deuxième processeur, et puis il faut activer l'extension de bande de fréquence. Ça va jusqu'à 6 gigas, mais il y a la possibilité, si vous entrez des fréquences au-dessus de 6 gigas, il va prendre la 5e harmonique du générateur, et puis vous pouvez avoir des signaux jusqu'à 30 GHz.
Je suis en train de développer une valise 24 gigas, je peux voir les signaux là-dessus. Je vais mettre des signaux, donc c'est vraiment utile. Alors si je vais là-dessus, voilà comment ça se présente. Vous avez la fréquence, vous pouvez changer le niveau. Donc ça fait vraiment un générateur de signal pratiquement jusqu'à 30 gigas. Alors j'ai une dernière chose que dans ce que je voulais vous montrer, c'est les fonctions de mesure de bruit. Il y a deux applications. Il y en a une pour mesurer donc, le facteur de bruit de tout un équipement. Et puis il y a une autre qui en fait permet de mesurer le niveau de bruit, qui est vraiment intéressant parce que en fait c'est ça que je voulais vous montrer. Donc vous avez une fonction noise meter et c'est intéressant parce que si vous devez ajuster votre parabole ou bien le fil d'une parabole, en fait vous avez ici une vue du signal. Donc, si vous changez entre ciel froid et soleil, ici vous avez le niveau de bruit en fonction du temps, donc ça défile avec environ 100 secondes sur tout le display, et puis vous avez la différence, donc vous pouvez régler le seuil de bruit par exemple sur ciel froid, et vous tournez sur le soleil et vous verrez le bruit monter, puis ici vous avez la différence entre les deux. Donc c'est vraiment un truc intéressant si vous avez une parabole. Bien, j'arrive au bout. Puis là, il y a encore une autre option où vous pouvez choisir deux zones dans le spectre et puis il va regarder aussi les différences de niveau entre les deux. C'est vraiment très très chouette. Voilà, donc moi je suis vraiment dans ces systèmes un utilisateur. Je ne comprends pas tout ce qu'il y a dans cette boîte-là. Aussi pour le logiciel, je ne suis pas un spécialiste comme Michel, mais je suis un utilisateur impatient. Il faut que ça marche bien, puis tout de suite. Mais je dois dire que c'est un système maintenant que j'ai utilisé depuis plusieurs années. Ça, c'était l'année passée, on a fait le contest IARU sur les micro-ondes. On a fait du 13 cm, du 5,7, du 10 et du 24 gigas. Moi j'étais sur le sommet du Jura, Michel était dans les environs dans la vallée, dans les vignes. Et on voit ici l'installation que j'avais. Et c'est intéressant quand vous avez deux écrans. Sur un écran vous avez le spectre, et puis sur l'autre écran vous pouvez décoder l'image. Parce que très souvent on tourne la parabole, ça décode pas, parce que le numérique c'est comme ça, ou bien ça marche ou ça marche pas. Donc c'est vraiment très utile. Voilà. Pour moi, c'est un système qui a beaucoup d'avantages. Il est modulaire et polyvalent. Ensuite, c'est extrêmement compact. Le système là, avec 5 pouces, vous voyez, c'est pas très grand. Hein. Donc pour le portable, c'est vraiment intéressant. J'ai hésité de mettre simple à utiliser parce que avec tous les menus qui se sont rajoutés au fil des années, des fois avec Michel on se dit mais peut-être qu'il doit y avoir deux versions, une version basique puis une un peu plus évoluée. Enfin, c'est un peu comme Word, hein. Ouais. Comme Word au début, et c'était nickel, puis maintenant il y a tellement de menus où ça tourne en aime. Donc c'est quand même, il faut quand même se familiariser avec les menus là, pour maîtriser. Ensuite, il y a alors Dave, il est vraiment très actif, il y a des mises à jour régulières, il rajoute de nouvelles fonctions, puis il est aussi très réceptif. Hein, si on lui envoie un mail avec un problème, en général, il répond rapidement. Ensuite, le matériel est disponible. Maintenant, les Raspberry Pi, les 4 se trouvent dans le commerce sans problème. Chez nous, le 2 gigas, il coûte 50 francs. Le 4 gigas, il coûte 60 francs. Les
les systèmes SDR, ben, actuellement, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est le Pluto, parce que les Lime, ils existent encore, mais ils sont autour des $499. Bon, là, il y a le Lime USB qui est vendu chez Vivo, mais c'est aussi autour des 400 euros. Ils sont chers. Donc c'est vraiment le Pluto. Le Pluto est à combien actuellement? Ensuite, c'est extrêmement bien documenté. Si vous allez sur le site du BATC, vous verrez tout bien documenté. Il faut toujours faire attention quand on ouvre un document, de bien voir tout en bas quelle a été la dernière mise à jour. Ça évolue assez vite. Et puis, coût raisonnable, évidemment que c'est un peu relatif. C'est quoi la fourchette? Pardon? C'est quoi la fourchette de coût? Bah écoutez, le Raspberry Pi 50, l'écran, ils sont pas pour acheter des écrans, c'est autour des 100 francs chez nous, l'écran. 80, l'écran, alors, chez Cubi, il vaut 80-90. Voilà, ouais. Le Raspberry Pi, alors 2 ou 4 gigas, comme tu dis, c'est 60-70 euros. Je parle en euros là, pas en francs suisses. Bah, c'est identique même. Le Pluto est à 260 ou 270 chez Mauser. Ah, il est Mauser, cher alors, en France. avec port gratuit. En Suisse, ils ont ça. Mais après, il faut de l'amplification. Alors là, après, Il y a le reste, hein, ouais. Mais les Pluto, donc on vient d'en acheter chez Mauser, on les a payés 204 francs suisses, plus la TVA, ça fait 220. il y a 200 Non, mais ça fait quand même une station qui est vraiment intéressante, et surtout des instruments de mesure qui sont faciles à utiliser. Vraiment très utile. La mesure de bruit que vous avez montré tout à l'heure, elle est faite avec un Pluto, avec un Lime, avec quoi c'était fait? La mesure de bruit Avec le Lime, hein. Non, mais il y a aussi le Pluto. les deux fonctionnent. Ouais, Il est en train de il l'a ajouté ou ouais. c'est fait ou c'est... C'est en cours. Ouais, parce qu'ici, il n'a pas trouvé, là. Évidemment, hein. Actuellement, c'est avec le Lime, hein. Puis le petit spectre, il fonctionne avec les clés SDR, AirSpy, maintenant il a encore ajouté HackRF. Donc voilà, même sans Pluto, on peut déjà faire des trucs sympas. Alexandre a une question. J'ai deux questions. Le spectre, c'est le spectre calculé par rapport à ce qui est envoyé comme paquet à l'émetteur, ou c'est le spectre de la réception? Je n'ai pas compris ce que c'était le spectre tout à l'heure. Ah non, c'est réception. C'est le spectre du signal que vous envoyez, hein. Non, tu reçois. Vous entendez sur le Vancouver ou bien sur le... Quand on a vu un spectre d'une émission DATV avec un spectre remonté à droite, Réception. C'est le Vancouver. ça veut dire... C'est reçu. D'accord. Donc c'est une image de ce que je reçois. Ouais, Et au niveau de la mesure de bruit, là, la mesure, c'est la moyenne du bruit observé dans les deux cas et en différentiel. oui, alors il y La a moyenne effectivement... du ouais. plancher, quoi. Voilà. Donc on peut Régler tout on ça. peut régler la baseline, la ligne de base. Mais comme ici, il n'y a rien de branché, hein. Il y a juste une antenne. Et puis ensuite, vous voyez que la ligne évolue. Donc normalement, ben, vous aurez une ligne de base ici, puis tout d'un coup, vous aurez le bruit qui va augmenter avec le soleil. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis on peut encore régler les gains du SDR. Là, peut-être vous n'arrivez pas à voir, mais c'est marqué que le gain du Lime, il est trop bas pour faire la mesure. Increase line gain. Donc voilà, j'ai terminé. Je pense qu'il n'y a qu'une chose qu'on peut faire, c'est remercier tous ceux qui ont... Celui qui a développé le système, ceux qui ont contribué au développement, et aussi Michel, très souvent fait des propositions à Dave, et puis 2 jours après, pas tout à fait, mais 15 jours après, il en a tenu compte. Donc c'est vraiment un système qui évolue et qui est amélioré sans cesse. Voilà, merci. Il y a peut-être un petit truc que tu as dit, tu as oublié, enfin oublié, c'est pas oublié, le Langston, c'est l'option Langston. Oui, mais bon, nous, vous voulez parler de DATV, Ah, pardon, donc... oui, excuse-moi, oui. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est un plus pour le portable. Ah, moi, c'est génial, moi, le Langston, c'est super. Alors, On n'a pas parlé du moi, je voulais rajouter justement que, bah, il est là, En haut à gauche. Hein. Voilà, il s'installe tout seul, vous posez sur le bouton, ça l'installe. c'est ça. Sur la.
Ça marche très très bien. Puis je voulais dire, le Pluto, c'est pas seulement juste pour faire de la DATV ou de la SSB, mais c'est un magnifique outil de mesure avec le logiciel notre collègue italien. C'est grandiose. Je l'ai là, donc je pourrais vous montrer un petit peu. Je ne suis pas un grand expert parce que j'ai de la chance. J'ai travaillé chez HP, je suis bourré d'instruments HP. Mais c'est vraiment génial. Hein.